Hello à toutes! Alors aujourd'hui, dans le podcast, j'ai le plaisir de recevoir Estelle Ballot, qui est la fondatrice du podcast du marketing. Mon but avec ces interviews, c'est d'éclairer les parcours et les dimensions intérieures, en particulier des parcours des femmes qui ont réussi à trouver, à cultiver le courage et la confiance en elles qui leur a permis de créer leur projet et de créer des choses que personnellement je trouve inspirantes pour tout un tas de raisons. Alors aujourd'hui, Estelle, en fait, ce qui m'a intéressée dans son quelque part qui elle est et ce qu'elle fait, c'est qu'elle a une belle carrière dans le marketing et puis elle a aussi une dimension artiste, on va en parler dans l'épisode, et puis elle est devenue également entrepreneuse. Alors, elle a créé donc ce podcast du marketing. Elle est formatrice en stratégie digitale. Elle est consultante et coach en marketing. Et elle a donc créé plusieurs entreprises. Alors, son podcast, il s'adresse particulièrement aux femmes comme vous et moi, c'est-à-dire des entrepreneurs, mais qui ne sont pas des expertes en marketing. Et donc, avec son podcast, elle veut expliquer simplement quoi faire pas à pas pour développer une stratégie marketing efficace. Donc, elle nous parle de techniques SEO, de comment construire sa mailing list, elle nous parle de réseaux sociaux, elle nous parle de taux de conversion, elle nous parle de toutes les tactiques marketing qui fonctionnent. Et chaque épisode, elle le construit de manière à ce qu'on puisse mettre en place des actions immédiatement qui vont pouvoir donner des résultats concrets. Et ça marche puisque son podcast, c'est déjà plus d'une 50aine d'épisodes depuis son lancement en 2019 et c'est surtout plus de 300 avis dithyrambiques sur Apple Podcast. Donc, je vous invite évidemment à aller découvrir le podcast du marketing si vous ne le connaissez pas encore. Donc, dans cette interview, on va parler du parcours d'Estelle et de ce qui lui a permis de réaliser ses projets. Qu'est-ce qu'elle a rencontré comme difficulté sur son chemin? Comment est-ce qu'elle a réussi à savoir ce qu'elle voulait faire et à le développer avec confiance? Est-ce qu'elle aussi, elle a lutté contre le syndrome de la bonne élève qui nous affecte énormément beaucoup d'entre nous? C'est de tout ça dont on va parler avec l'objectif de vous inspirer et de vous donner des clés pour vous aussi arriver à avancer avec vos envies et vos projets. Bonne écoute. Voilà, salut Estelle. Salut Marie-Gabrielle. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Moi, Merci d'être là. je suis ravie d'être là. Merci de l'invitation. Avec plaisir. Alors, je voudrais commencer par parler de ton parcours, parce que ce qui est super intéressant, enfin, il y a plein de choses évidemment super intéressantes dans ton cas, mais une des choses, c'est que tu as un parcours corporate avant de te mettre à ton compte et de créer ta boîte. Et voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne venons pas à l'entrepreneuriat directement, qui passons par une étape corporate et que du coup, ça peut à la fois nous aider, mais peut-être aussi nous bloquer dans le sens où moi, ce que je vois, c'est que, et c'est ce que j'ai noté en regardant ton parcours aussi, c'est que, et je dis ça de manière pas du tout péjorative, mais il y a un côté, quand on regarde ton CV, on se dit, waouh, quoi, elle a coché toutes les cases, école de commerce, grosse boîte, marketing, etc. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, on a un peu coché toutes les cases, on a fait tout ça. Et alors, quand on commence à vouloir se mettre à l'entrepreneuriat, c'est pas forcément évident de faire ce passage. Donc, je voudrais que tu nous parles de comment s'est fait ce passage pour toi. Est-ce que ça a été une évidence? Qu'est-ce qui a déclenché ton envie de devenir entrepreneur? Et puis voilà, est-ce que ça a été facile ou compliqué? Enfin, comment ça a été? Alors écoute, ça a été facile, compliqué. J'ai envie de te dire ni l'un ni l'autre. En fait, je n'ai pas du tout assumé l'idée que j'étais en train de passer à l'entrepreneuriat. Mais alors pas du tout. Moi, je viens d'une famille où il n'y a pas du tout d'entrepreneurs. Je viens d'une famille où tout le monde a un CDI, voilà, les choses sont bien organisées. Ma maman, pour tout te dire, travaillait à l'APEC, donc dans le recrutement des cadres. Donc, la logique, c'était de trouver un CDI, de faire une école de commerce pour avoir le plus de chances de trouver un bon CDI qui va bien. Donc, j'ai été élevée comme ça. C'est vraiment le truc qui me semblait cohérent. J'ai pas d'entrepreneur dans la famille non plus, donc j'ai pas du tout de modèle, même commerçant. Tu vois, j'ai vraiment pas de modèle entrepreneurial dans la famille. Ce qui fait que c'est un peu quelque chose auquel je pensais pas vraiment. Et même pour être complètement honnête, c'est quelque chose auquel j'ai le souvenir quand j'étais en école de co, j'ai ce souvenir de discuter avec un copain de l'école, à la fin de notre école, qui me dit: «Moi, de toute façon, Estelle», on parlait de ce qu'on voulait faire là juste après, voilà, dans quoi on voulait se lancer. Moi, j'étais partie dans le conseil, KPMG, tout ça, la voie royale.
Et lui, il me disait: «Ah non, non, mais moi, je veux monter ma boîte». Et alors, j'ai le souvenir, et depuis, il a monté une boîte qui marche super bien. Mais j'ai le souvenir de le regarder et lui dire: «Mais mon pauvre, attends, mais n'importe quoi, quoi. Monter une boîte, tu as une boîte sur 2 qui se casse la figure, dans les 2 premières années. Enfin, d'où tu pars? Avec quoi? Comment est-ce que tu» enfin, n'importe quoi. Donc, j'y croyais pas. Enfin, vraiment, très sincèrement, j'étais pas du tout partie. Pardon, j'éteins mon téléphone, je l'ai mis sur avion, mais il a des petites sonneries. J'éteins tout. Donc, j'étais pas du tout partie dans l'idée de l'entrepreneuriat. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, écoute, j'avais une jolie carrière. J'ai commencé ma carrière dans le marketing international, dans une grosse, grosse, grosse boîte dans laquelle je travaillais le marketing de façon centrale, enfin ce qu'on appelait nous centrale, c'est-à-dire on Mhm. développait depuis la France pour l'ensemble des pays quasiment du monde. Donc, un super poste ultra intéressant. Et puis après ça, je me suis dit: «Non, mais moi, c'est la créa qui m'intéresse, donc je veux passer côté agence de pub». Donc je me suis fait recruter par la plus grosse agence de pub. J'ai dit: «Comme ça, on va pas se casser la tête». Super intéressant, enfin vraiment plein de projets, vraiment très, 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 challengeants. Mhm. Et puis j'ai eu mon premier bébé et enfin, je pense que c'est ultra classique et je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent qui vont se retrouver là-dedans. C'est que, bah, évidemment, 1er bébé arrive, enfin évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour moi, c'était le cas. 1er bébé arrive, mes priorités changent, mon style de vie change, je vois pas forcément les choses de la même façon et j'avais envie de donner la priorité à ma fille, clairement. Mhm. Et quand on est en agence de pub, alors, et je dis pas ça, j'ai rien contre cette agence. Enfin, pour le coup, c'est une agence avec qui ça se passait super bien et qui était plutôt très open et très compréhensive. Et il y avait des mamans, hein, d'ailleurs, pas de problème. Mais moi, ça me convenait pas. C'est-à-dire que, quand on est créa, on bosse le soir, en fait. Et bien souvent, les réunions créa, elles étaient à 19h. Et moi, je leur disais: «Mais moi, à 19h, ma fille, elle mange. Donc je peux pas être là, ça marche pas, votre histoire». Donc, j'ai pris la décision de partir parce que ça me convenait pas et que, je suis assez intransigeante là-dessus, sans vraiment m'en rendre compte, en fait. J'ai l'impression de pas aimer le danger, puis en fait, un petit peu finalement. C'est que si ça ne me convient pas, si je suis pas heureux, enfin moi, je veux être heureuse, quoi. Voilà. Donc si je suis pas heureuse, je m'en vais. C'est simple. Je regarde un peu évidemment, hein, je l'ai pas fait, complètement de façon folle, j'ai un peu, réfléchi à ce qui pouvait se passer, mais sincèrement, je me disais: «Non, ça me convient pas, c'est pas la vie que je veux, c'est pas la vie que je veux avec ma fille, donc je m'en vais». Donc j'ai quitté cette agence, enfin, on a fait une rupture conventionnelle, hein. Mhm. Et puis de là, je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais bien faire? Comment ça marche?» Et en fait, à ce moment-là, j'étais très, marketing, moi, j'ai commencé ma carrière dans le marketing de marque. Ce que je développais, c'était des marques, de l'image de marque, de la publicité, des choses comme ça, mais c'était vraiment de la marque et finalement relativement peu de digital. Et je me suis dit, donc là, on est en 2012-13, quelque chose comme ça. Et je me suis dit: «Ouh là là, j'ai pas assez de digital», clairement. J'avais commencé à m'y intéresser, j'avais commencé à me positionner pour être sur des projets, sur du digital, mais très sincèrement, c'était encore un peu light. Donc je me suis dit: «Bon, bah», j'avais le chômage. Je me suis dit: «Bah, je vais, me former, m'auto-former, sur le marketing digital». Donc je vais commencer par, faire un blog. Donc j'avais commencé un petit peu pendant ma grossesse, voilà, à faire un blog, sur l'art parce que j'aime bien l'art. Donc voilà, je me suis dit: «Je vais prendre un sujet qui m'intéresse». Je trouvais ça vachement sympa. J'ai découvert une communauté, j'avais pas imaginé ça. Ouais. J'ai découvert, l'open source. J'ai découvert que tu avais plein de gens sur internet qui connaissaient plein de choses et qui étaient super contents de le partager avec toi gratos. Je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là dans notre société capitaliste qui, eux, non, 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 ils partagent tout gratos». Et j'ai trouvé ça absolument, fascinant, génial, super intéressant. Donc je suis un petit peu rentrée par, voilà, par cette petite porte et me dire: «Bon, ben, je vais faire mon blog». Et puis une fois que le blog était fait, je me suis dit: «Bon, ben, il faudrait peut-être aller un petit cran plus loin. Je vais faire un site internet, je vais monter un site internet». Donc je suis allée sur WordPress, j'ai commencé à, voilà, à tester des choses. Et puis à un moment donné, je me suis dit: «C'est bien joli tout ça, mais si je veux tester du marketing digital, si je veux tester ce que je connais du marketing, moi, du marketing de marque, bah, ce serait bien que j'ai quelque chose à vendre pour pouvoir aller au bout du concept et puis, voilà, m'auto-former». Donc je me suis dit: «Je vais essayer de vendre quelque chose». Et puis, on en parlera peut-être un petit peu après, mais moi, ce qui me plaisait, à ce moment-là, surtout, j'en faisais pas mal, c'était la peinture. Donc je me suis dit: «Oh bah tiens, voilà, je peignais un peu, je faisais pas mal de choses là-dessus». Je me suis dit: «Tiens, je vais vendre mes tableaux». Donc j'ai commencé à essayer de les vendre sur internet. J'ai commencé à exposer un petit peu et puis à un moment donné, je me suis dit: «Bon, c'est super intéressant». Moi, j'hallucinais de pouvoir exposer à Paris.
Ouais. Mais c'est quand même pas si simple de vendre un tableau. Enfin, la réalité, on va pas se mentir, vendre des tableaux sur internet, vendre ses propres tableaux sur internet, bon, c'est un petit peu complexe. Je dis: «Je Mmh. vais essayer de trouver un produit qui soit un petit peu plus facile à vendre qu'un tableau, qu'on achète un peu plus souvent qu'un tableau». Parce qu'en réalité, un tableau, peut-être tu en achètes, mais tu en achètes quoi? C'est vrai. 1, 2, si tu aimes ça, peut-être 3 fois dans ta vie, mais fondamentalement, c'est pas très souvent. Et puis, bon, je te la fais courte, je me promène sur internet, je me promène sur Pinterest, en l'occurrence, et là, je tombe sur la peinture sur porcelaine. Improbable, mais je me dis: «Mais attends, en fait, vachement bien, c'est quand même de la peinture, finalement. C'est quand même de l'acte de peindre, mais c'est sur une tasse». Et une tasse, pour le coup, bah, c'est facile à vendre, hein. Ça coûte pas bien cher, enfin, ou pas forcément très cher, et puis surtout dans une vie, tu en achètes quand même potentiellement plus souvent qu'un tableau. Je me suis dit: «Bah, très bien, je vais prendre cet exemple-là», mais vraiment je suis pas partie, tu vois? Tout ce cheminement-là que je te donne, je n'étais pas entrepreneur, j'étais en formation. Je me Mmh. formais. Donc je n'avais aucune pression entrepreneuriale et je suis rentrée dans l'entrepreneuriat comme ça. J'ai ouvert une boutique, alors je ne sais pas si tu connais Etsy, qui est Oui. une plateforme de vente de produits, de gens qui font des choses fait main. Donc je me dis: «Bah, super», je suis allée sur Mmh. Etsy et quand même, bah, la réalité, c'est que moi je suis une marketeuse, donc bah, évidemment que, naturellement presque, je vais aller chercher comment est-ce que je vais pouvoir rédiger bien mes petites annonces, comment est-ce que je vais pouvoir faire des très jolies photos, comment je vais pouvoir mettre en avant, mes produits. Et ben, en fait, naturellement, en mettant en place enfin, ce que je connaissais du marketing, en le Mmh. transposant sur le digital, et ben, je me suis fait repérer assez rapidement et je me suis fait repérer assez vite sur Etsy où, ça a explosé, et en quelques mois, je vendais aux États-Unis, 80 de ma prod aux États-Unis, et là, je me suis dit: «Mince, j'ai un business, en fait». Voilà, donc voilà comment je suis rentrée dans l'entrepreneuriat. Pardon, je l'ai fait un peu longue, mais j'aime bien raconter l'histoire parce que c'était Ouais. vraiment pas voulu, quoi. Je sais même pas si c'était pas voulu, mais c'était pas assumé. C'est surtout ça, c'était pas assumé. Oui et bah, oui, en plus, tu nous dis que ton conditionnement, ton histoire, quoi, n'était pas du tout, était plutôt même, contre. Enfin, je veux Mmh. dire, voilà, tu Ouais, voyais pas du tout ça comme quelque chose de désirable. non. C'est vrai que maintenant, on est à une époque où c'est limite hyper désirable socialement, et cetera, C'est vrai. mais donc c'est intéressant que ouais, comment ça s'est fait. Et puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'en fait, enfin, beaucoup, je sais que moi, ça m'est arrivé et beaucoup de gens à qui j'en parle, qui sont encore dans l'entreprise et qui sont plus satisfaits, en fait, parce que c'est souvent, ça part souvent de là quand même, l'envie de monter son projet. C'est pas vraiment une vocation à l'entrepreneuriat, c'est juste cette réalisation que ça nous convient plus, Ouais. mais sans, donc, ce qui t'est arrivé toi, mais sans savoir non plus ce qu'on veut faire d'autre. Et ce que j'observe, c'est que très souvent, on reste bloqué pendant des années dans un contexte qui ne nous convient plus, où on n'a plus de sens, où ça va pas, mais parce qu'on se dit, oui, mais je ne sais pas ce que je veux faire, je n'ai pas l'idée, je n'ai pas, etc. Et donc là, ce que je trouve super intéressant finalement dans toi, ton expérience, c'est que, et c'est toujours finalement ce qu'on apprend, ce qu'on nous conseille quoi derrière, mais c'est que tu savais pas non plus. Tu as fait step by step, c'est-à-dire que tout ce que tu savais, c'était qu'il fallait que tu partes, donc tu es parti. Ensuite, ça a été vraiment pas à pas quoi. Ensuite, et en fait, ce que j'entends, c'est que tu as suivi tes envies. Tu n'as pas Ouais. suivi justement un plan ou un objectif. Je dois mettre à mon compte, du coup, quelle est l'idée, quel est le business model, quel est le machin, comment je vais gagner ma vie avec. Pas du tout quoi. Alors pas du tout, oui et non, parce que, tu vois, c'est assez ambivalent. La réalité, c'est que c'est assez Mhm. ambivalent, c'est que moi, je me décris pas comme quelqu'un qui, aime prendre des risques. C'est pour ça que je me décris pas comme entrepreneur d'ailleurs, hein. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un avant, hein, je le pense plus maintenant, Bon, mais ouais. pour moi, c'était quelqu'un qui aimait prendre des risques et moi, j'étais là: «Mais moi, je n'aime pas les risques. Moi, je veux un bon petit CDI. Je veux savoir que j'ai pas de problème d'argent, j'ai cette chance-là». Voilà, ce que je veux, c'est juste pas avoir d'embêtement. Donc je me voyais comme ça. La réalité, c'est que c'est pas totalement vrai, hein. Si je suis honnête avec moi-même, quand j'en parle à des amis proches, ils me regardent, ils font: «Estelle, juste, tu es la personne qui prend probablement le plus de risques dans ta vie personnelle». Mais je m'en rends pas compte parce que comme tu dis, c'est pas conscient en me disant: «Je vais prendre un risque». C'est, j'ai un besoin. Donc c'est Voilà. même pas je me dis pas: «Je suis mes envies», je me dis pas: «Yallah, je m'en fiche, je vais suivre mes envies, un peu rebelles». C'est non, c'est un besoin, donc du coup, je le vis même pas, comme ça. Mmh. Mais c'est vrai que ça facilite vachement les choses parce qu'à aucun moment je me mets la pression. Et puis attention, hein, quand j'ai quitté mon agence de pub,
effectivement, il n'y avait pas beaucoup de risques. C'est-à-dire que d'abord, j'ai un peu d'argent de côté, j'ai cette chance-là, première chose. Puis surtout, j'avais 2 ans de chômage, à voir venir. Donc je savais que j'allais pas me retrouver, voilà, je prenais pas de risque financier, Ouais. à le faire. Je Ouais, savais que si je m'étais même dit la réalité, c'est que je m'étais dit: «Je me laisse 1 an max pour, trouver un job. Si au bout d'1 an, j'ai pas trouvé un job dans ce que je veux, qui me convient, qui correspond à mes valeurs, là, je vais rabaisser complètement mes prétentions et je trouverai un job alimentaire. Parce que je voulais pas aller au bout des 2 ans en me disant: «Je veux pas me retrouver coincée». Donc tu vois, le Mmh. risque, il était quand même très, très, très mesuré. Ouais, Mais mais du coup, effectivement, il y a ça, il y a cette histoire de besoin, ouais. Mmh. ouais. Oui, et puis du coup, c'est super intéressant aussi que tu dises, quand tu es partie, tu avais pas du tout l'ambition ou le projet ou l'objectif de te mettre à ton compte. Tu te disais juste: «Je vais trouver un autre boulot, mais je me donne le temps», quoi. Ouais. Donc c'est intéressant aussi de voir que c'est pas forcément, enfin, on a souvent l'impression que c'est hyper binaire, quoi. C'est-à-dire, voilà, je suis partie parce que je voulais monter ma boîte, je savais ce que je voulais faire et tout ça, et non, quoi. C'est plutôt expérimental, que tout défini, quoi. Et puis même, en tout cas sur le premier coup, maintenant je le vis plus comme ça, mais sur le premier coup, je pense que si je m'étais dit: «Je vais monter ma boîte», j'aurais eu beaucoup de mal parce Mmh. que je me serais mis beaucoup de pression. Moi, je suis un Mmh. peu la bonne élève, hein, tu vois? Faut réussir, machin, Oui, là, là, et comme plein de gens, je pense, oui, hein, oui. et je pense que je me serais mis la pression en me disant: «Il faut que dans 3 mois, j'ai tel revenu, tel machin, tel truc», et ça aurait probablement pas été le cas. Tandis que là, c'était, alors bah, je me rends compte, c'est un peu un système de fonctionnement. J'ai arrêté de fumer il y a 10 ans, mais j'ai arrêté de fumer comme ça aussi. C'est-à-dire, je me suis pas dit: «Tiens, je vais arrêter de fumer». J'ai Mmh. juste pas envie de fumer là tout de suite. On va Mmh. pas se mettre la pression. Donc c'est un peu un système de fonctionnement qui me protège, c'est-à-dire que je me mets pas la pression en me disant: «Je suis pas en train de monter une boîte, je suis en train de me former». Bon, c'est plutôt louable de se former, Voilà, tu vois? Il y a ouais. pas de pression, il y a pas d'enjeu, et d'un coup, ça rend les choses, en tout cas pour moi, hein, j'imagine différent pour chacun, mais pour moi, ça a rendu les choses très faciles parce que je ne me mettais zéro pression. J'étais en train de me former. Je jouais un peu comme ci, comme ça à faire mon site internet. Et après, oh, mais quel gros coup de chance. Il n'y a pas du tout de chance derrière tout ça, mais oh, mais quel Voilà. gros coup de chance. Ça marche. Et pour tout te dire, c'est marrant, tu vois, c'est en discutant avec toi aussi que je refais un peu l'histoire et que je réalise des choses, hein. Si tu regardes mon parcours, en fait, là où il est peut-être un petit peu particulier, c'est que je viens du corporate, Mmh mh. heu, belle carrière corporate comme, Mmh. voilà. Je passe sur l'entrepreneuriat et je suis revenue plein de fois entre corporate, entrepreneuriat. Je fais des je voilà, je suis un petit peu entre les 2 très souvent, et en fait, je pense qu'il y a de ça, c'est que je m'étais pas dit: «Je fais une boîte», ça a commencé à marcher et puis on est venu me chercher pour une autre travailler dans une autre boîte, D'accord. et j'ai eu peur, enfin je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me lance?» Tu vois, j'étais pas encore prête. Même à ce moment-là, j'étais pas prête à me lancer dans l'entrepreneuriat. Je me suis dit: «Bah, j'ai 2 choix». C'était vraiment ça, hein. Je me Mmh suis mh. dit: «J'ai 2 choix. Soit je vais dans l'entrepreneuriat et ce business-là que j'ai monté», donc je peignais, de la porcelaine. Mmh mh. Il faut que je le réadapte parce que comme je ne l'ai pas monté comme un business, il est peut-être pas totalement rentable, j'ai peut-être pas forcément les bons prix, il faut que quand même que je le travaille comme un business. Donc il faut que je fasse un travail dessus, mais je me lance dessus comme entrepreneur. Soit je le garde comme un projet annexe parce que c'est sympa, ça me plaît bien, et cetera. Et puis je retourne en salariat, et la réalité, c'est que je suis allée en salariat. Alors c'était un projet d'intrapreneuriat, hein, j'allais monter une Mmh. structure au sein d'une structure. Mais c'était rassurant. Mmh mh. Je retournais dans le CDI, je retournais dans j'ai un salaire à la fin du mois, socialement, c'est facile, et cetera, et Mmh cetera. mh. Mmh Donc mh. c'est effectivement pas un chemin, en tout cas pour moi, ça n'a pas Linéaire été et ah ouais, pas du oui, tout linéaire et pas si simple intellectuellement de se dire: «Je suis entrepreneur». Même ouais, encore maintenant, ouais. je te le dirai pas, je te dirai pas, en tout cas pas facilement: «Je suis entrepreneur». D'accord. Je vivote, je teste des trucs, je teste des modèles, voilà. C'est-à-dire quoi? Que dans ta tête, est-ce que ça veut dire que c'est que tu te réserves toujours le droit de changer, de revenir, dans un job salarié si ça te chante, c'est ça? C'est pas un choix irrévocable encore que tu as fait? Non, c'est pas irrévocable. Là, tout de suite, au jour d'aujourd'hui, si je devais reprendre un boulot salarié, je pense que ça me pèserait un peu parce que je commence à me rendre compte, ça fait 3, 4 fois là que je reviens,
Je commence bien à me rendre compte que je suis plus heureuse Mhm. à mon compte qu'en tant que salariée. Mais si demain je trouvais la boîte qui me convient vraiment, qui me Mhm. propose le projet qui me convient vraiment, fondamentalement, pourquoi pas? Enfin, j'ai rien contre. Mhm. Fondamentalement, j'ai rien contre, en fait. Ouais. Et moi, je crois, mais alors dur comme fer, qu'on ne sait absolument pas de quoi la vie est faite. Et que donc j'ai pas d'avis arrêté sur les choses. Je me dis, Mhm. on verra ce qui se passe et si c'est l'entrepreneuriat, c'est bien et si c'est pas l'entrepreneuriat, ce sera autre chose. Ce qui compte, c'est effectivement, en revanche, que moi, je sois alignée avec ce que je fais et que je me sente bien et que ma vie me convienne. Ça, ouais. Ouais. Et ben, tu vois, franchement, je trouve ça vraiment, je pense, hyper utile. Et pour les gens qui nous écouteront, j'espère qu'ils le sentiront aussi. Mais je trouve que c'est super chouette de normaliser le fait que les choses ne sont jamais si linéaires et noir-blanc, et etc. quoi. Donc ouais. Alors, passons à la suite. Donc, quand tu travailles sur ton propre, pour le coup, sur ton propre projet, Ouais. euh, moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé très difficile et que je sais, encore une fois, que beaucoup de femmes autour de moi qui se mettent à leur compte euh, redoutent ou trouvent compliqué, c'est la question de la clarté et de l'efficacité quand on démarre, mais en fait, c'est toujours une question qui reste. C'est-à-dire que particulièrement quand on a été dans le moule corporate, où on avait énormément de structure à tous les points de vue, au Ouais. niveau des horaires, au niveau du contenu, au niveau de, voilà, on savait qu'est-ce qu'il fallait faire, quand, comment. Et quand on se met à son compte, il y a très peu de structure. Et alors, en plus, pour les femmes qui, comme moi, à la base, sont pas forcément hyper structurées, on se retrouve avec des journées et un projet monté et par où commencer, comment s'organiser. Alors, j'aimerais bien savoir, toi, comment est-ce que, et donc en plus quand on est maman, donc et qu'on travaille de chez soi, donc Ouais. avec, voilà, euh, comment est-ce que toi tu t'organises personnellement pour arriver à être efficace en fait au quotidien dans ton activité? Alors, tu vois, juste avant de te dire comment moi je m'organise, cette question-là, de se dire: «Je démarre» ou je démarre pas d'ailleurs, hein, c'est même pas que Oui, les gens qui démarrent. Moi, les oui, quasiment tous les entrepreneurs, heu, hommes, femmes, hein, avec qui je discute, quasiment tous me disent la même chose. Le problème, c'est que je sais ce qu'il y a à faire fondamentalement, même si c'est pas oui, totalement clair, je sais il y a plein de choses à faire. C'est bien le concept de l'entrepreneur, hein, on a 1000 trucs à faire. ouais, Je sais ce qu'il y a à faire, mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment m'y prendre. C'est vraiment je crois que c'est la phrase qui revient, mais quasiment, systématiquement. S'organiser, trouver sa méthode, trouver sa façon de faire, c'est vraiment le 1er point d'accroche et le deuxième point qui vient avec en fait, hein, c'est quasiment toujours ultra lié, c'est: «Ah, mais comment je fais pour trouver les premiers clients, quoi? Trouver mes clients, avoir des clients, avoir plus de clients». Et voilà, et trouver cette organisation, cette espèce d'ambivalence, cette balance de comment je fais pour faire tout ce que j'ai à faire, parce qu'en fait, tout ce que je fais, c'est pour trouver des clients, on va se dire les choses, quand ouais, même, ouais, ouais, assez clairement. clairement. C'est vraiment un sujet. Mhm. Heu, alors, comment est-ce qu'on fait? Il y a plein de il y a plein de façons de faire. Moi, personnellement, bah, tu l'as compris, hein, je suis pas une entrepreneuse au sens, Mhm. caricatural, en tout cas la caricature que moi j'avais en tête. Moi, j'avais un petit peu la caricature de l'entrepreneur qui en veut à mort, qui Mhm. sait depuis toujours, comme mon copain là d'école de co qui veut être Voilà. entrepreneur, il va rien lâcher, il va aller chercher ses clients, il lâchera jamais, il aura ses trucs, il va aller les chercher où qu'ils soient, jusqu'à frapper, voilà, à leur porte chez eux pour aller les chercher. Moi, je suis pas du tout comme ça. Alors ça vraiment, ça ne fonctionnerait pas pour moi Mhm. et c'est probablement un petit peu pour ça que je me disais que j'étais pas entrepreneur. C'est, je pense, une des raisons où je me disais: «Non, non, mais un entrepreneur, c'est d'abord un commercial» et moi, je me sens Voilà. pas l'âme Cette commerciale. image du commercial, ouais. Exactement, je trouve que j'ai rien contre les commerciaux, hein, pardon, hein, s'il y en a qui nous écoutent, je dis pas que c'est mal, mais c'est juste que je me sens pas à l'aise, en fait. Ça me met très mal à l'aise. Comme pas mal de gens, je pense aussi. En tout cas, moi, ça me met mal à l'aise et du coup, eh bah, je me suis organisée, j'ai trouvé un une sorte de plan, tu vois? Je me suis un peu monté mon modèle pour, savoir comment faire. Quand j'ai démarré, heu, pourtant je viens du marketing, tu vois? Donc logiquement, ça devrait m'être complètement naturel et franchement, je m'étais dit dans un coin de ma tête: «S'il y a un truc que je vais, masteriser tranquille, c'est le marketing»
Et puis, en fait, le problème du marketing, c'est que, il y a plein de choses que tu peux faire en marketing. Tu vois, moi, j'ai un podcast sur le marketing, je peux te le dire, il y a plein de trucs à dire sur le Ouais, marketing. Et ouais. du coup, j'avais ce problème-là. J'avais 1000 idées, 1000 trucs que j'avais envie de faire. Par où je commence? Comment je m'organise? Et au début, franchement, je me suis paumée. Mmh. J'avais envie de tout faire, puis ça m'amusait en plus, hein, donc j'avais envie de tout Voilà, essayer, tout mettre en place, toutes les stratégies, les machins, l'affiliation, le truc. Tu t'épuises et puis voilà, ça ne exactement. fonctionne pas. Donc très vite, je me suis rendu compte que si je faisais ça, j'allais certainement bien m'amuser, mais j'allais rien générer du tout et certainement pas des clients. Ouais. Donc il fallait que je trouve un système. Donc je me suis un petit peu posée, Mmh. et petit à petit, je me suis organisée pour trouver les éléments. heu, Tout est intéressant. La réalité, c'est que tout est intéressant à faire, mais tu vois, Pareto, les 80-20, c'est pas complètement faux. Il y a quand même Exactement. des éléments qui vont fonctionner plus que d'autres. Tu as Que des d'autres. éléments qui vont fonctionner plus rapidement, d'autres plus lentement, mais en tout cas, il te faut un plan, il te faut une vision, il te faut Mmh. une strate. Et petit à petit, en fait, c'est ça que j'ai monté, j'ai expérimenté, je me suis trouvé moi, ma façon à moi, de fonctionner, mon plan pour savoir où je vais et savoir ce que j'ai à faire je vais te dire après comment je m'organise au quotidien, mais Mmh. pour voir déjà sur le long terme, tu vois, sur mes 6 mois ou sur mon année ou même plus, comment est-ce que je veux m'organiser? C'est quoi ma strate, Mmh. pour mettre en place, les choses? Si ça intéresse, les gens qui nous écoutent là, Mmh. ton audience, on va pas rentrer dans le détail là parce que c'est pas forcément le sujet, mais là, j'ai une masterclass là dans quelques jours, où je vais expliquer exactement ça, où je vais en fait donner 3 éléments, 3 petits secrets, un peu mes petits secrets maison, de comment est-ce que, je fais moi quand je lance un nouveau projet, parce que depuis, enfin, on va en parler, j'en ai lancé plusieurs des projets. Comment est-ce que je fais moi pour aller trouver ses clients sans avoir à les démarcher? Parce que c'est vraiment le truc que j'ai pas envie de faire. Génial. Comment je Ouais. m'organise? C'est quoi les trucs principaux, tu vois, les 3 premiers leviers, les 3 trucs que je veux mettre en place pour que les clients, en fait, qu'on inverse la donne, que les clients viennent à moi, que j'ai pas besoin d'aller courir les réseautages et courir et aller chercher les gens, les attraper par le col Ouais. je ne sais pas le faire. OK, Donc génial. ouais, ouais, donc écoute, voilà, je vais pas rentrer dans le détail. Il y a 3 techniques. Je mettrai le lien dans les notes de Ouais. l'épisode pour s'inscrire à la masterclass. Super. Et même, tu vois, si je peux le dire, le lien, il est facile. C'est donc le nom de mon podcast, ça s'appelle lepodcastdumarketing.com/masterclass. Donc comme ça, OK, c'est pas bien compliqué. Si vous avez envie, si ça vous intéresse, ce sera en live avec moi. En fait, l'intérêt, c'est aussi ça, c'est que du coup, je vais passer un petit moment et répondre à toutes les questions. Donc on pourra rentrer un peu plus dans le détail. génial. Mais en fait, c'est ça que j'ai fait, c'est que je me suis dit: «Bon, attends, je vais expérimenter et je vais me créer moi mon process, ma façon de faire pour un petit peu organiser les choses» et j'ai tout documenté. Donc maintenant, quand je lance un nouveau projet, je sais, dès le début, je sais comment je vais m'organiser, je sais ce que je vais faire et presque je peux presque te dire sous combien de temps, voilà, les choses vont arriver. Donc heu, moi, ça m'apaise en fait, ça m'apporte de la sérénité. Exactement, exactement, parce qu'en fait, la confusion et le stress et le sentiment d'être complètement dépassé vient du fait qu'on ne sait pas, on n'a pas clarifié et défini ce qu'on allait faire quand, C'est ça. à un certain horizon, tout C'est simplement. Ouais. ça. Quand est-ce que tu vas faire les choses et quand est-ce que tu vas commencer à générer, du cash? Parce qu'enfin, on va se dire les choses, hein, quand même, on veut gagner de l'argent à un moment donné. C'est clair. Donc moi, ça m'apaise beaucoup. J'ai aucun problème à attendre, dès lors que je sais tu vois, c'est un petit peu je pense au confinement et je pense aux commerçants, qui ont dû attendre très longtemps. C'est très, très dur d'avoir à attendre quand tu as pas de deadline. Quand tu as Voilà. une deadline et voilà, tu sais que ça va venir, même si c'est peut-être long, peut-être pas Mmh. d'ailleurs, hein, mais même si c'est long, c'est beaucoup plus facile d'attendre. Moi, je le fonctionne comme ça, c'est-à-dire j'ai besoin Mmh. d'avoir un plan qui me dit, bah, voilà, les grandes étapes que je vais avoir, c'est ça. Donc Mmh. je commence par ça, par mettre l'espèce de big picture, tu vois, la vision du C'est projet, ça. quelles sont les grosses étapes qui sont face à moi. Et puis après, alors, moi, ça me vient de mes années, chef de produit, tu vois? Quand je démarrais ma carrière, dans le marketing, donc j'étais chef de produit, c'est-à-dire tu es chef de projet et tu dois organiser toutes les étapes. Tu as une espèce de chef d'orchestre où tu organises toutes les étapes pour que, entre la stratégie, marketing avec, tes boss, les différents pays avec lesquels tu travailles et puis l'agence de pub ou de design avec laquelle tu travailles, que chacun, heu fasse les étapes au bon moment et à chaque fois. Donc c'est vraiment une histoire de
d'être sûr que chacun fait les choses au bon moment. Donc, c'est du suivi de projet. Mhm. Et donc, bah, j'ai appris un truc très, très simple, hein, c'est qu'il fallait un rétro-planning. Donc, Mhm. je suis une adepte du rétro-planning extrêmement simple. Je le fais sous Excel, c'est tout bête, avec des petites Mhm. couleurs qui me vont bien parce que je trouve ça joli. Euh, mais je fais un rétro-planning, ce qui me permet. Donc, c'est un rétro-planning que je fais par semaine. Donc, je vais regarder mon projet, par exemple, à 6 mois. Et chaque semaine, j'ai prévu les tâches, les grosses tâches, hein, que j'ai à faire. Mhm. Donc, eh bien, ce que je fais, c'est que chaque début de semaine, alors soit je le fais le vendredi soir, soit des fois je le fais le week-end maintenant, soit le Mhm. lundi matin, peu importe, tu vois, mais je commence ma semaine, enfin j'essaye de toujours faire ça, je le fais peut-être pas toujours parfaitement, mais j'essaye de faire ça, c'est-à-dire que je commence ma semaine en sachant exactement ce que j'ai à faire dans ma semaine. Et je fais 2 choses super importantes. La première des choses, c'est que je ne choisis que 3 objectifs. Mhm. En fait, le problème, c'est que tu vois, moi, quand j'étais, salariée, j'avais une to-do list, tu vois? J'avais enfin, je pense comme plein de gens, hein. Oui. J'avais l'espèce de alors on avait des grands cahiers, maintenant j'ai plus de cahiers, mais on avait des grands, grands cahiers. On prenait exprès les grands parce qu'on mettait tout doux et tu avais 50 lignes et tu pouvais rajouter plein de trucs et je me souviens un jour d'être, pas burn-out, c'était pas la question, mais d'être vraiment fatiguée Ouais. et de discuter, je sais plus avec qui, mais de dire: «Écoute, c'est épuisant parce que j'ai l'impression de courir après ma to-do list en Voilà. permanence et ne jamais réussir à la faire baisser. En fait, à chaque fois que je fais des tâches, j'arrive à sortir un truc, boum, il y en a 5 qui re-rentrent et c'est épuisant, c'est fatigant. Moralement, c'est bon, voilà, c'est pas très positif. Je pense qu'on l'a tous vécu, ce truc de la to-do list. Mhm. Bon, ça n'est c'est contre-productif à mort, Mhm. cette to-do list, même si la réalité, c'est que c'est bien aussi de mettre ses tâches sur papier ou Voilà, pour que ce de soit les pas écrire pour dans les la tête. sortir. Hein, c'est bien. Mais d'en avoir trop, ça fonctionne pas. Donc à un moment donné, je souris parce que je pense à mes anciens managers qui sont pour beaucoup devenus des copains et des copines. Je les revois me dire, parce que je leur disais, mais aide-moi, bah, prends des trucs, quoi. Enfin, à un moment donné, tu vois bien que je peux pas, c'est pas, ça marche pas. Et ils me disaient, Estelle, c'est pas à moi de le prendre, c'est à toi de prioriser. Et je me disais, mais ok, non, mais je comprends, je peux prioriser, bien sûr, je peux dire c'est ça en premier sans diable. Il n'empêche que la to-do, elle Elle est descend là. pas. Mais, bah si, en fait. Si tu priorises vraiment, ça ne veut pas dire prioriser seulement choisir qui vient le premier. Ça veut dire virer des choses. Yes. Enfin, faut se le dire. Personne ne le dit. Je ne sais pas pourquoi personne ne le dit. Il Oui, c'est faut un peu tabou. virer des choses. Mais oui, tu peux pas. Je veux dire, on a des métiers où il y a toujours des nouvelles choses à faire. Et c'est ça qui est merveilleux et c'est ça qui fait enfin, en tout cas moi, hein, c'est ça qui fait que j'aime ce métier-là, c'est qu'on s'ennuie pas. On a eu la chance, enfin en tout cas moi j'ai eu la chance de pouvoir choisir un métier qui me plaît. Et qu'est-ce qui me plaît, c'est aussi le fait de ne pas être à l'usine, à la chaîne et faire tout le temps la même chose. Il y a tout le temps des nouvelles choses à faire. Donc la to-do list, il y aura tout le temps des nouvelles choses à faire parce qu'il y a tout le temps. Puis alors dans le digital, il y a toujours des nouvelles stratégies qui se créent, donc il y en aura. Donc ben, mon parti pris, c'est de dire, je choisis 3 choses que je veux faire cette semaine. Heu et je positionne vraiment les créneaux de temps de travail pour ces 3 objectifs et je n'en prends pas plus. Alors au sein de ces objectifs, il y a peut-être des petits sous-objectifs, mais je n'en prends que 3 parce que la réalité, c'est que je l'ai expérimenté, je n'arrive pas à en faire plus que 3. À Mmh. moins que ce soit une pétouillerie, voilà, vraiment très, passer un coup de fil, c'est pas ça, hein, mais je me Oui, dis: «Je peux pas travailler sur plus de 3 projets ou 3 choses à développer, au en même temps». Une, parce que mon cerveau, à un moment donné, il a besoin de pouvoir se poser un oui, petit peu longtemps sur quelque chose pour le travailler. J'ai la chance maintenant de ne plus maintenant que je ne suis plus en entreprise, je ne suis plus en open space et voilà. moi, je me rends compte pardon, je digresse, hein, mais je trouve le Non, sujet non, non, super mais intéressant. complètement. Heu, Oui. je me rends compte qu'en entreprise, tu vois, mon poste précédent, c'était chez Microsoft. Donc chez Microsoft, l'un des modèles de Microsoft, c'est d'aider les gens à bosser. OK? C'est des outils, tu vois, Oui. Windows, tout ça, c'est des outils pour bosser. Écoute, alors j'adore Microsoft et ils font plein de choses très, très bien, mais ça, je le dis, je ne comprenais pas comment en prônant les façons efficaces de travailler pour leurs clients, et ben nous, dans notre équipe, moi la première, hein, Mmh. on ne le faisait pas. C'est-à-dire qu'une chose typiquement, heu, on avait nos mails tout le temps, allumés avec Mmh. des tu sais, avec les petites notifications et Oui. il fallait parce qu'on avait beaucoup, beaucoup de mails parce que, bon, c'est des grosses entreprises très Ouais, ouais. tentaculaires où il faut passer beaucoup, beaucoup d'informations. Ça, c'est, bon.
Et donc, il fallait en permanence être au courant de toutes les informations et de toute la donnée qu'on avait à gérer. Et les gens s'attendaient à ce que quand un mail est envoyé, dans la demi-heure, tu en aies pris connaissance. Moi, je leur disais: «Mais c'est absolument hors de question que je fasse ça». C'est et ça faisait d'ailleurs, ça devenait la blague, hein. Ça devenait, «Bah non, Estelle n'a pas lu ses mails». Non, Estelle ne lit pas ses mails parce que Estelle, elle travaille, en fait. Donc moi, je ne comprenais pas et je sais que c'est le cas dans beaucoup d'entreprises. Je dis Microsoft et c'est pas Oui, pour jeter la pierre à oui. Microsoft, hein, pas du tout, mais je pense que c'est le cas dans plein, plein de boîtes. On a tendance à vouloir être au courant tout de suite de ce qui se passe dans l'immédiat parce que c'est notre société qui est comme ça, on est une société de l'immédiat. Et le problème, c'est que, bah, si ton travail nécessite de la réflexion et les nôtres, en tout cas, voilà, il faut à un moment donné, c'est de la matière grise, hein, qu'on vend quelque part. Bah, pour pouvoir réfléchir, notre cerveau, il est construit de telle façon que c'est un diesel, hein. Il ne peut pas, démarrer comme ça, ou mal. S'il le fait, il le fait pas si bien. Mmh. Là où on est bon, c'est quand il y a quand même une espèce de temps pour rentrer dans un sujet. Donc et ben, voilà, l'une des choses que je fais maintenant que j'ai le loisir de ne plus avoir à être au courant de tous les mails, j'essaye. Alors je dis pas que j'y arrive parfaitement bien, j'ai mon téléphone à côté de moi et j'ai tendance à, voilà, à vouloir procrastiner et aller voir un peu ce qui se passe sur les réseaux. N'empêche que, la réalité, c'est que, eh ben, il vaut mieux avoir des blocs de temps, Ouais. à mon sens, hein, sur Mmh. lesquels, bah, tu dis: «Je vais intentionnellement ne pas regarder mes emails, intentionnellement ne pas aller sur», alors moi, c'est LinkedIn, donc ne pas aller sur LinkedIn pour me donner, alors ça peut être qu'1 heure, ça peut être 2 heures, hein, c'est pas forcément, toute la journée, mais me donner le temps de rentrer dans un sujet et de le bosser. Donc voilà, donc j'ai ces 3 sujets, je mets Mmh. ces blocs et Ouais. j'essaye de les bosser sur un long, un temps moyennement long. Et Ouais. le deuxième truc que je fais, donc 3 sujets par semaine, et le deuxième truc que je fais et c'est ultra important, je me suis rendu compte, c'est que intentionnellement dans mon emploi du temps, je ne le remplis pas. Mmh. C'est-à-dire que je laisse systématiquement du temps pour l'imprévu parce que Mmh. la réalité, c'est qu'il y a toujours de l'imprévu. Soit parce que la tâche que tu pensais faire en 2 heures, ben, en fait, tu en as besoin de 4. Mmh. Soit parce que, alors moi je suis migraineuse, bah, manque de peau, tu as eu mal à la tête ce jour-là, tu as pas réussi à bosser comme tu voulais. Soit Mmh parce mh. qu'il y a, un nouveau projet super intéressant et qui lui nécessite d'être dans l'immédiat, qui est Ouais, arrivé et que ce serait trop dommage de ne pas avoir le temps de le faire. Donc je ouais. fais exprès de me laisser des plages horaires vides pour pouvoir me laisser l'opportunité de, voilà, de pas être complètement trop organisée. Donc j'organise la désorganisation, on va dire ça comme ça. Ah voilà, ça a Ouais, juste on a frisé on une a petite seconde. frisé, mais pas longtemps. OK, bah, c'est super parce que c'est des conseils qui sont autant valables, finalement, en étant à son compte qu'en étant en Ouais. entreprise. Donc ça intéressera toutes les personnes qui écoutent, je pense. Hem, alors, je voulais te poser une question aussi, alors on a un petit peu parlé de ça juste avant, mais sur le sujet de gérer sa propre anxiété, Ouais. par rapport au fait d'arriver à se vendre et pour derrière à gagner de l'argent, à rendre son activité, rentable. Donc c'est aussi quelque chose qui fait hésiter beaucoup de gens déjà en amont avant de jamais décider de se lancer et puis une fois qu'on l'a fait, c'est toujours quelque chose qui est là aussi. Donc on en a un petit peu parlé avant, avec, voilà, avec ce qu'on a évoqué. Mais je me demande si, aujourd'hui et avec, toute l'expérience que tu as accumulée à travers tes différentes, entreprises, hem, quels conseils est-ce qu'éventuellement tu partagerais aux personnes qui, qu'elles se soient lancées ou pas, mais ont parfois des nuits sans sommeil, par peur de ne pas y arriver et donc de matériellement se retrouver, dans la difficulté? Ah, vaste question. Ouais, Écoute, moi déjà, j'ai un peu un, alors je dors très bien, mais c'est un peu un truc que je me dis, c'est qu'à partir du moment où je commence à pas bien dormir, à faire des cauchemars, à me ouais. réveiller la nuit, à pas ça va pas. C'est tu fondamentalement, moi, je pense que, le sommeil fait partie, comme manger et boire et respirer, fait partie des besoins, physiologiques, impérieux, Ouais. et qu'il faut, c'est une jeune maman d'un bébé d'1 an qui ne dort pas qui te dit ça. Mmh. C'est extrêmement important de protéger son sommeil.
parce que, et puis alors, professionnellement et personnellement, hein, vraiment, c'est quelque chose pour moi extrêmement important parce que j'estime que mon cerveau ne fonctionne pas bien si je ne dors pas suffisamment. Alors, j'ai de la chance, je pense que c'est les hormones qui font ça quand on est jeune maman. Je pense qu'on a besoin de moins de sommeil que Ouais. normalement. Donc là, tout de suite, Mhm. j'arrive à tenir avec 5 heures de sommeil. Mhm. Mais normalement, il m'en faut quand même plutôt 7-8. Et je pense que c'est extrêmement important de protéger ça. Et moi, je sais que quand je travaille, si je commence à, notamment les cauchemars, ou les rêves, hein, d'ailleurs, quand je dis cauchemars, mais quand Ouais. je commence à rêver du boulot, c'est qu'il y a un truc qui fonctionne pas. Il faut que je change vite quelque chose parce que c'est pas sain. C'est pas Mhm. sain. Alors, peut-être qu'un psy te dirait autre chose, hein. Peut-être qu'un psy dirait: «Mais si, c'est très sain, il faut que le cerveau remâche un peu ce qui s'est passé dans la journée». Évacue la nuit. Peut-être, mais en tout cas, voilà, peut-être, mais en tout cas, moi, dans ces cas-là, je m'en souviens pas. C'est rare que je me souvienne de mes rêves et si je commence à m'en souvenir et que c'est pas un truc sympa et que ça a à voir avec le boulot, je me dis Mhm. que le boulot, c'est un outil, en fait. Enfin, tant mieux si on aime son boulot, mais ça reste qu'un outil, c'est pas fondamentalement notre vie Ouais. et que ça doit venir l'améliorer, pas la gâcher. Mhm. Enfin, pardon, je dis ça avec la conscience du luxe que j'ai, d'avoir pu choisir le boulot qui me plaît, qui machin et cetera. On est bien d'accord, hein. Mais quand on peut le faire, c'est un luxe. C'est justement, voilà, prenons-le comme ça, c'est un luxe, protégeons-le. On a le luxe d'avoir pu choisir des métiers sympas. C'est pas le cas de tout le monde. Ne le transformons pas, ne nous laissons pas le transformer en quelque chose de pas sympa. Donc si c'est pas sympa, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Mhm. Ok. Et puis, ce que j'ai entendu aussi dans ce que tu nous as raconté de ton parcours, c'est que finalement, toi, peut-être que tu l'as fait naturellement, mais il semble que justement, dans tes différents projets, tu as toujours pris soin de ces aspects matériels de manière à ce qu'ils ne soient pas source de pression et de stress voilà, et d'anxiété, quoi. Oui, Euh, alors après, encore une fois, tu vois, enfin ça c'est facile de prendre soin des aspects matériels quand tu pars avec les aspects matériels, qui sont déjà là. Moi, enfin, on va se dire, faut être quand même, complètement, honnête avec soi-même. Moi, j'ai cette chance de venir d'une famille, non pas riche, c'est pas la question, mais qui a des moyens suffisants pour que, heu, je sais oui. fondamentalement, alors je vais peut-être choquer des gens, hein, quand je dis ça, mais je sais qu'il peut pas m'arriver grand-chose. J'ai une famille très soudée, avec qui je m'entends bien et je sais que si un jour je n'ai pour une raison X, Y, je suis ruinée, j'ai plus d'argent, je vais pas finir dans la rue. Je sais pertinemment que, ma famille, mes amis, il y aura toujours quelqu'un pour me rattraper. Donc le et c'est voilà, j'ai conscience que ça, c'est une chance parce que c'est pas nécessairement le cas de tout le monde. Mais voilà, donc partant de là, c'est quand Mhm. même assez facile de se dire, bon, faire descendre un petit peu le niveau du stress, Hmm. fondamentalement, il ne peut pas se passer grand-chose de vraiment si dramatique que ça. Ok. Euh, Bien. J'avais une autre chose que je voulais aborder, c'est en fait, donc tu l'as évoqué, tu as un côté artiste qui est en fait hyper prononcé. Et ce qui est rigolo, c'est que on a souvent l'habitude d'opposer dans notre tête les personnes créatives d'un côté et les personnes orientées business de l'autre. Moi, je sais que dans les personnes avec qui je travaille, on est très branché, tout ce qui est spiritualité, bien-être. Donc, j'accompagne notamment tout ce qui est des solopreneurs qui sont dans le yoga, qui sont Mmh. dans le développement personnel, qui sont dans toutes ces choses-là. Et en fait, nous, enfin, dans ce public-là, il y a vraiment cette peur et ce sentiment que nous, on n'est pas des businesswomen et on ne sait pas se vendre, Ouais. etc. Euh, Comment on fait pour, enfin, être artiste ou créatif dans l'âme et arriver à aimer le marketing? Parce que je pense que c'est quand même une dimension assez essentielle et que si on est toujours à se dire, il faut que je fasse ci et que je fasse ça pour promouvoir mon activité, pour voilà, pour développer une clientèle ou une patientèle ou que sais-je, c'est quand même compliqué quoi. Et je pense que pour beaucoup c'est très forcé encore. Et on s'est vraiment opposé. Il y a la chose qu'on aime et pour laquelle on est passionné et qui a fait qu'on a décidé de peut-être quitter son job pour s'y mettre. Et puis il y a il faut que je m'occupe de tout le côté business. Alors tu en as déjà un petit peu parlé avec
En parlant notamment de ta masterclass là, sur finalement comment se vendre sans devoir prospecter. Mais je serais curieuse voilà, de ta perspective sur cette opposition qu'on a tendance à ressentir en soi entre sa dimension créative et puis la dimension business. Comment Mais la alors, tu vois, c'est vraiment très, très rigolo que tu le présentes comme ça parce que je le vois exactement à l'opposé. Euh, En fait, alors, tu vois, c'est marrant, j'avais oublié. C'est marrant, en discutant avec toi, il y a plein de trucs qui sont en train de remonter du passé, là, c'est l'introspection. J'avais un petit peu oublié ça ou je l'avais mis de côté, mais si je me pose la question de pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire du marketing, donc ça remonte à mes années de lycée, hein, donc ça, moi, je le savais déjà depuis un petit moment. J'aimais déjà tout ce qui était artistique, peinture, dessin, etc., etc. Mais d'abord, je ne me trouvais pas, on en revient à cette histoire d'entrepreneuriat, je pense. Je ne me trouvais pas de talent particulier pour pouvoir en vivre. Pour moi, c'est de l'entrepreneuriat, tu vois, d'être peintre, c'est ne pas être salarié. Oui. Donc, j'ai mis une espèce de chapeau. D'abord, je pense fondamentalement que je n'avais pas nécessairement le talent que d'autres avaient en classe de dessin, notamment, par exemple. Mais j'aimais bien ça, enfin vraiment, j'avais une appétence pour ça. Je voyais bien que ça me faisait marrer, que les cours de dessin, je m'éclatais, que je trouvais que c'était vachement sympa, en fait. Je ne me voyais pas devenir prof de dessin, ça ne m'intéressait pas des masses. Et je ne me voyais pas, je ne m'osais pas, je n'imaginais pas pouvoir vivre, avoir une carrière artistique. Du coup, je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux faire pour allier un petit peu les deux où on n'être pas trop loin. Et en fait, assez naturellement, je suis arrivée sur le marketing, c'est-à-dire que pour moi, le marketing, alors attention, parce que moi, j'avais une image marketing très orientée publicité, Voilà, c'est visuelle. pour ça qu'on a, oui, oui. Et voilà. Et ben pour moi, comment dire, et pour avoir travaillé avec eux, je peux le dire très simplement, c'est des artistes, hein, les créas, les gens qui font les designs, parce qu'il n'y a pas que la pub, hein, il y a beaucoup le design. Moi, je suis rentrée par le design. Ce sont des artistes. Bien souvent, à mon sens, ce sont des artistes qui n'ont pas fait le choix ou pas eu envie, ou j'en sais rien, de se lancer en tant qu'artiste au sens carrière artistique. Mais fondamentalement, c'est des gens qui savent peindre, qui savent dessiner, qui ont cette notion de comprendre la société, bon, c'est des gens passionnants. Et en fait, moi, j'ai eu envie de me rapprocher de ces gens-là. Je me suis dit, bah, écoute, si je ne le fais pas moi, j'ai envie de travailler avec ces gens-là. Et c'est pour ça que je suis allée vers le marketing, je pense, dans un premier temps. Et puis, ça alliait aussi le marketing. Moi, je suis quelqu'un d'assez rationnel, bizarrement. Donc, j'ai un peu cette ambivalence de j'aime bien l'artistique, mais en fait, j'aime ce qui est rationnel. Donc, ça alliait très bien les deux. Je trouvais que c'était très. Tu rationalises l'esthétique. Donc, c'était intéressant pour moi. Et tu vois, dans ma carrière marketing, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par le marketing au sens chez l'annonceur, pour après aller vers l'agence de pub en me disant, et c'est vraiment le raisonnement que j'ai fait, hein. Je me suis dit, ce qui me plaît le plus dans mon métier de chef de produit, quand j'étais donc chez l'annonceur, c'était quand je travaillais avec les agences. La partie politique interne, stratégie interne, etc., ça m'amusait moins. Ça m'amusait un peu quand même, hein, mais ça m'amusait moins. Et ce qui vraiment m'éclatait, c'était de travailler avec les agences. Je me suis dit, passe côté agence, tu vas bosser en one-one, enfin en direct avec ces gens-là que je trouve des gens absolument passionnants. Et voilà. Donc pour moi, justement, créativité et marketing, c'est très lié. Ok. Et donc, c'est toujours comme ça que tu le vois aujourd'hui, ou tu es plus sur le marketing digital et C'est pareil. ouais. Alors, tu sais, je suis la première à parler de marketing digital, mais la réalité, c'est que c'est une fausse idée, hein. C'est-à-dire que tu as le marketing, et avant le marketing, c'était quoi? C'était réfléchir à créer des produits en fonction des besoins de clients sur un marché et créer la communication qui va permettre aux clients d'aller acheter ce produit. Je schématise de façon très, très. Et les communications se faisaient où? Se faisaient en pub, à la télé, en presse, en radio, etc. Et puis, il y a pas longtemps, hein, il y a genre 15 ans, tu as un truc qui s'appelle le digital qui est arrivé. Et d'un coup, on s'est mis à opposer marketing traditionnel et marketing digital. Ça n'a pas de sens de les opposer. Le digital n'est jamais qu'un outil, qu'un média de plus au sein du marketing. Donc, et très clairement, maintenant, c'est vrai, hein, tu peux difficilement envisager une stratégie marketing sans avoir une énorme part digitale, parce que le digital a complètement, c'est un autre sujet peut-être, et je ne vais pas, parce que si tu me lances là-dessus, je peux te durer 3 heures. Mais le marketing digital a révolutionné le marketing dans le sens où il a permis, et pour ton audience, je pense que c'est important de l'entendre, il a permis
de faire baisser le ticket d'entrée. C'est-à-dire qu'avant, si tu voulais faire une campagne de pub, si tu voulais faire du marketing, il fallait aller alors, à la télé, on parle de en dessous de 100K, 100 000 €, je pense que tu rentres pas. Mais même en presse, tu es quand même très rapidement sur des dizaines de milliers d'euros. Mmh. Donc tout le monde n'a pas du tout les moyens de se lancer là-dedans. Le digital a permis de donner la possibilité à tout un chacun, et notamment les indépendants, Oui. de faire du marketing et de faire de la pub. Ça n'existait pas avant, ou très, très, très peu. Donc Mmh. ça a révolutionné, et du coup évidemment le digital, c'est une part, non négociable d'une stratégie marketing, et bien souvent une très grosse part, et encore plus chez, les, créateurs d'entreprises. Mmh. Créateurs et créatrices d'entreprises, ouais. Et donc, ça veut dire qu'on a peut-être simplement besoin, si on est dans ce cas-là, de s'identifier comme une personne plutôt créative, plutôt dans l'humain, etc., et d'avoir l'impression que le marketing, c'est pas pour nous. C'est peut-être simplement un reprogrammage, je sais pas comment dire, Ouais, qu'on a ouais. besoin de se faire mentalement, de se dire, mais on a peut-être opposé ces deux dimensions-là, mais il n'y a aucune raison de les opposer, et il y a quelque chose Bien sûr. d'extrêmement, en effet, créatif dans le fait d'envisager son marketing pour sa propre activité en plus, quand même. Mais alors, mais 200%. Et si tu vas, tu vois, c'est marrant, hein, je suis vraiment entre le rationnel et le créatif en permanence. Si tu vas creuser un peu les neurosciences, donc les neurosciences, elles vont aller analyser, tu vois, en marketing, c'est super intéressant. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu passes à l'action? Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'action? Ça n'est jamais le rationnel. C'est Mm. systématiquement l'émotionnel. Donc Mhm. quand on est créatif, qu'est-ce qu'on fait quand on est créatif? On joue avec les émotions. Ouais. On crée, tu vois, on génère de l'émotion, qu'on le fasse consciemment ou pas d'ailleurs, hein, mais en tout cas, on travaille l'émotion. Mais en fait, le marketing, navré messieurs, mesdames, si vous pensez que le marketing, ça n'est pas créatif, ça n'est que travailler des émotions. Donc, allons-y. Enfin, faut vraiment, tu as raison. Si on se dit si on essaye d'opposer marketing et business et créativité, il faut vraiment refaire un shift de mindset, allez, Voilà. et se dire, mais pas du tout, au contraire, hein, Mhm. vendre, c'est faire de l'émotion. Super. Bah écoute, je pense que c'est un excellent endroit pour doucement terminer notre entretien. Évidemment, je conseille à tout le monde d'aller écouter le podcast du marketing s'ils ne le font pas encore. Mais pour terminer, est-ce qu'il y a encore un message sur lequel tu aimerais laisser les gens, ou sinon, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut aller te trouver, évidemment, pour ceux qui voudraient en apprendre plus sur toi, sur le podcast et sur tout ce que tu vas faire prochainement? Écoute, si je pense que s'il y avait une idée, à avoir, moi je comprends, enfin je l'ai dit plein de fois, hein, je suis la première à dire que, se lancer en tant qu'entrepreneur, ça peut être très, très flippant en fait, et que, à mon sens, en tout cas ma façon de faire, je parlais de ma façon, hein, pour ne pas flipper, le meilleur moyen de ne pas flipper, c'est d'avoir un plan. C'est de Mm. savoir où on met les pieds, et voilà. Et moi j'invite vraiment les gens, je sais que c'est quelque chose, en général les entrepreneurs disent: «Ah oui, la stratégie marketing, c'est très intéressant, mais enfin j'ai des choses à faire». Ben oui, Oui. on a tous des choses à faire, SFJ. Sauf que c'est le meilleur moyen de se desservir, parce qu'on va se faire flipper, parce qu'on n'aura pas cette sérénité de voir le long terme. Donc, c'est peut-être Mhm. prendre une seule journée, hein. C'est pas forcément long, hein. Ça peut être très long, hein, de construire une strat, mais ça peut être très court aussi. Mais c'est en tout cas se donner se faire une faveur à soi, hein, et de se dire: «Mais moi, je vais me donner la sérénité, voilà, je vais me donner cette sérénité, je vais faire un plan». Et Mm. vraiment, je pense que c'est, une clé pour pouvoir avancer, sereinement, et voilà. Moi, j'envisage pas l'entrepreneuriat sans sérénité, donc je pense que c'est très important. J'en parle évidemment dans cette fameuse masterclass, vous l'avez compris. Donc je Oui. serais ravie de recevoir qui veut, et de répondre à toutes les questions éventuelles, là-dessus, puis donner un petit peu mes secrets de de comment je fais moi, avec mon plan. Mais de façon générale aussi, de toute façon, j'en parle beaucoup, dans le podcast du marketing. Si vous voulez, un petit peu, mieux me connaître, le meilleur endroit, ouais, c'est le podcast du marketing, donc lepodcastdumarketing.com. Et puis, si vous voulez venir à la masterclass, vous rajoutez un slash et masterclass, et puis vous y êtes. Voilà. Et donc, les inscriptions, c'est ces jours-ci. Ouais, Donc, c'est maintenant.
C'est maintenant, donc faut y aller. Donc, allez voir le lien pour vous C'est inscrire. gratuit, hein, je précise Ah pendant oui, parce que information importante. ouais, non, c'est complètement gratuit, hein. C'est juste Génial. que c'est autant sur mon podcast, moi j'enregistre et puis après vous écoutez, enfin comme toi ton podcast, Ouais, tu vois, les gens ouais. écoutent quand ils veulent. Là, c'est un truc en live en fait cette masterclass, c'est juste que c'est en live et que je suis là et que je peux répondre aux questions. Donc c'est pour ça qu'il faut que les gens s'inscrivent parce qu'il faut que je puisse donner le lien pour Tout à fait. pouvoir venir. Donc voilà, c'est juste ça. Super. Eh ben, écoute, Estelle, un grand merci pour le temps qu'on a passé Plaisir. ensemble. C'était super. Je te souhaite plein de succès avec le podcast du marketing et je Merci te beaucoup. dis à très bientôt. À très bientôt Marie-Gabrielle. Merci beaucoup. Bye. Bye.